Nous sommes tous des artistes maudits. Vrai ou faux? Vrai ou faux est une série de vidéos qui prêchent le faux pour avoir le vrai. Alors je vous propose d'être très attentif aux différents éléments qui vont vous être donnés pour ensuite forger votre propre opinion. Bonjour, je suis Eric Doireau, artiste et fondateur de Art Certificate. Alors si vous venez d'arriver sur ce canal, n'hésitez pas à vous abonner et de faire sonner la petite cloche. Qui sommes-nous vraiment en tant qu'artistes? Nous sommes tous différents, mais pourtant apparaissent de temps en temps différentes catégories. Alors je vous propose d'aller voir ensemble quelques-unes de ces catégories. Alors commençons par la première, qui est l'artiste laborieux. Alors c'est un artiste qui va passer sa vie à travailler méticuleusement à son art. Alors quels sont les artistes laborieux que l'on peut identifier dans l'histoire de l'art? Eh bien, il y a plusieurs artistes que moi j'adore, hein, notamment Marc Chagall. Alors Marc Chagall, bon, pour ceux qui connaissent, bon, c'est un artiste qui vient de Russie, qui s'est installé en France et qui peignait de façon magistrale des tableaux poétiques, donc avec une palette de couleurs particulière. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Donc c'est vrai que Marc Chagall a vécu très longtemps et tout au long de sa vie a créé des œuvres qui sont vraiment superbes et poétiques. En sachant qu'au début de sa vie, bah, forcément, la carrière d'artiste a été très difficile et parmi tous ces artistes, bah, ça fait partie des artistes qui vivaient avec pas grand chose. Mais il y a également Giacometti qui est un sculpteur qui est fabuleux, bon, qui tout au long de sa vie a fait des sculptures avec des obsessions, l'obsession de la tête de l'artiste, l'obsession de trouver la forme idéale. Et en fait, tout au long de sa vie, il a fait des autoportraits. Il a vécu pauvrement également dans avec un petit atelier, mais enfin, il a produit des œuvres complètement exceptionnelles. Donc c'est vraiment les artistes laborieux. Et puis, bah, encore un dernier artiste peut-être que je peux citer, mais c'est Cézanne, le grand Cézanne, celui qui est le père de la peinture française et d'une certaine manière mondiale, donc qui a redessiné les paysages, réinventé la manière d'observer et de construire de la peinture. Tous ces artistes en fait se caractérisent par la simplicité, hein, le travail, beaucoup de travail et la passion. Hein. Alors la passion de tous les jours, la passion de découvrir chaque jour plus la peinture, voilà, c'est vraiment ça. Nous avons également le grand Matisse qui rentre dans cette catégorie, hein, le grand Matisse qui est à la fois un génie de la peinture et qui est également quelqu'un qui a travaillé voilà, méticuleusement tout au long de sa vie. En général, ces personnes-là, ces artistes laborieux ont des fins apaisées, hein. C'est jamais trop tragique, hein. Ils s'éteignent tranquillement en laissant derrière eux une œuvre formidable. Alors après, la deuxième catégorie qu'on peut identifier, bah, c'est le fameux artiste maudit. Alors l'artiste maudit, c'est l'artiste que tout le monde connaît, hein, l'artiste qui est incompris, qui est... voilà, c'est toute une légende. Alors qui on peut trouver dans ces artistes? Bah, bien entendu, le grand Van Gogh. C'est vrai que Van Gogh, toute sa vie, c'est une vie de souffrance, hein, ou de recherche d'un absolu qui malheureusement ne va jamais trouver à titre personnel, mais qui va exprimer à travers sa peinture d'une façon totalement magistrale. Hein, donc... bon, il y a des mauvaises langues qui disent que Van Gogh ne savait pas dessiner, ne savait pas peindre, mais je pense qu'ils n'ont jamais vu vraiment une œuvre de Van Gogh qui est vraiment exceptionnelle. À son époque, si vous allez au musée Orsay, bah, vous allez voir que tout de suite, Van Gogh vous séduit dès le premier coup d'œil, c'est impossible de ne pas être séduit. Donc bah, Van Gogh, c'est vraiment l'artiste maudit, incompris tout au long de sa vie, avec la légende qu'il n'a jamais vendu une œuvre de son vivant, ce qui n'est pas forcément juste. Mais enfin voilà, bon, il y en a d'autres, hein. On peut trouver Gauguin, donc, qui était l'ami de Van Gogh. Alors c'est pareil, Gauguin, c'est une vie un peu compliquée. Hein. Au début, banquier, il laisse sa famille pour se consacrer à la peinture. Et puis avant de trouver sa voie qu'il va trouver dans les îles Marquises, ben, il va se passer des péripéties. Et puis à la fin de sa vie, ben, il va crouler sous les attaques personnelles, sur des attaques diverses qui vont faire qu'il va complètement se ratatiner, on va dire, et mourir dans la pauvreté et un peu la tristesse. Donc c'est encore un des artistes incompris, mais on peut trouver d'autres comme Modigliani, hein, ce formidable sculpteur peintre qui, atteint d'une maladie, va mourir relativement jeune, malgré des œuvres exceptionnelles. Et puis il y a Soutine, enfin, donc tous ces artistes un peu maudits se caractérisent aussi par la misère, une certaine misère de l'existence, qui peut aussi toucher d'autres catégories, mais la folie, aussi une certaine forme de folie, comme Van Gogh, comme peut-être Gauguin, quand à la fin de sa vie, il devient obsédé par sa défense, par exemple, plutôt que de vivre, hein, c'est un peu dommage. Et puis l'alcool, alors l'alcool, voilà, qui va aider à accentuer l'aspect maudit de l'artiste, hein.
Donc on retrouve dans les artistes plus récents des gens comme Pollock, Jackson Pollock, qui bon, c'est malheureusement un pauvre diable, hein, c'est vrai. Il finit sa vie dans un accident de voiture en emportant 2 ou 3 passagers avec lui, donc c'est un petit peu bon, un alcoolique forcément reconnu. Nous avons Basquiat, le pauvre Basquiat qui n'a pas le temps de profiter de sa richesse et de sa notoriété, puisqu'il meurt avant 25 ans, je crois, à cause de la drogue, parce que donc c'est pas l'alcool, c'est la drogue. Bon, pareil pour Kessaring, hein. Bon, tout ça, en général, les artistes maudits se caractérisent toujours par une mort tragique, hein. Ça fait partie un peu du lot. Si vous voulez être un artiste maudit, faut que la mort soit tragique, autrement, c'est pas rigolo, hein. Voilà, mais heureusement, il n'y a pas que ça, et on n'est pas tous des artistes maudits, hein. Alors après, il y a les génies. Alors on va rentrer dans la classe des génies, parce que les génies, ça c'est formidable, hein. Alors là, le premier génie qui nous vient à la bouche, eh ben, c'est Léonard de Vinci. Ouais, c'est pas ce que vous aviez pensé, hein. Léonard de Vinci, bon, c'est clair que c'est le génie universel, hein, puisqu'il est capable de mélanger tous les arts, toutes les techniques. Bon, en sachant que Léonard de Vinci, au début, il a surtout fait sa renommée en animant des fêtes, hein. C'était un fêtard, hein. C'est-à-dire qu'il organisait des fêtes pour les puissants, et c'est ce qui lui a donné sa notoriété, hein, et puis son argent. Après, bon, il a été... on l'a embauché pour effectivement être conseiller. Bon, il a une vie extraordinaire, il a inventé des choses extraordinaires, mais il ne faut pas oublier que c'était un être humain. Mais enfin bon, c'est un des premiers génies. Après, bon, on va trouver un génie du XXe siècle connu qui est Picasso. C'est incroyable, bon, la vie de Picasso. Il y a plein de gens qui n'aiment pas Picasso. Bon, ça leur appartient, hein. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais si vous analysez l'œuvre de Picasso, c'est une œuvre fabuleuse qui est riche en invention, riche en rebondissements, qui est... enfin bon, c'est le génie absolu du XXe siècle, sans aucune équivalence, hein. Alors peut-être Matisse, hein, parce que peut-être que Picasso était un petit peu jaloux de Matisse, parce que Matisse lui piquait un petit peu les idées, on va dire. Bon, Picasso volait beaucoup les idées des autres, hein, ça c'était sa caractéristique. Et puis on a également Dali, hein, c'est le grand Dali qui lui faisait de beaucoup d'esbroufs. Et puis nous avons aussi d'autres génies de la sculpture comme Rodin, hein, donc Rodin qui a réinventé la sculpture moderne, hein, du XXe siècle, et qui est vraiment formidable. Donc tous ces artistes en fait se caractérisent par quoi? Par l'invention, hein, une trajectoire qui est incroyable, donc avec vraiment des passages et une richesse incroyable, et puis un aura naturel, hein, vraiment c'est des gens qui ont un charisme qui fait que on est attiré par eux, hein. Donc ils sont également, ils ont une longévité de vie c'est des gens qui vivent vieux, c'est pas des gens qui vont mourir tragiquement. Et puis voilà, on a une fascination pour ces gens-là. Alors maintenant, on va passer à l'inverse. On va passer sur des artistes qui sont vraiment du fin du XXe siècle, début du XXIe. Donc c'est les artistes marketing. Alors là, les artistes marketing, c'est formidable. On oublie complètement l'art d'avant, hein, on oublie tous les génies, on oublie tout le monde. Et puis là, on fait du marketing, c'est-à-dire on met en place une fabrique de l'art et puis on va produire de l'art en série, hein. Donc c'est des artistes qui ont des entreprises avec une centaine de petites mains qui vont faire les œuvres pour eux, hein, et puis après ils vont mettre juste le tampon en essayant de ne pas toucher l'œuvre, parce que bon, toucher l'œuvre c'est déjà ne plus respecter le concept, hein, de ce type d'art. Alors, qu'est-ce que l'on a dans ces arts, dans ces artistes marketing? Et le plus grand de tous, hein, le roi, le pape, l'empereur, c'est Jeff Koons. Forcément, Jeff Koons, c'est le top du top, hein. C'est le businessman. Enfin, quand vous voyez Jeff Koons, vous avez du mal à coller l'image à une image d'artiste, hein. Il est tiré à 4 épingles, il fait partie de la haute, voilà, de la stratosphère financière. Et puis lui, ce qui l'intéresse, c'est briller en société, faire un maximum d'argent, et puis imposer, voilà, son art, hein, enfin ce qui qualifie comme de l'art, comme objet marketing. Voilà, donc on va le retrouver à Versailles, on va le trouver à Paris, on va le trouver dans toutes les grandes places du monde, hein, parce que la technique, c'est utiliser tous les lieux prestigieux pour essayer de faire valoir ses œuvres. Et puis ça fonctionne, hein, les gens y vont et puis ils regardent, voilà, on voit un nain de jardin, on voit un Michael Jackson, on voit un chien en baudruche. Alors voilà, et puis bon, tout ça, voilà, c'est l'art de ces artistes marketing. Alors nous avons un deuxième, hein, qui arrive juste derrière, qui est Damien Hirsch. Alors pareil, Damien Hirsch, c'est formidable. Lui, il fait des sortes de radiographies de squelettes, il met dans du formol des poissons, enfin bon, il fait des choses, il fait des étagères de médicaments, donc ça c'est vraiment de l'art. Il faut dire que
Fallait y penser, hein. Moi j'y avais jamais pensé. Mais enfin bon, c'est le renouveau de l'art. Alors l'avantage de cet art, c'est que ça se fait en série, hein. Vous pensez bien que là, on peut en faire des kilomètres. Et puis ça se vend hyper cher, hein. Alors là, vous prenez votre armoire à pharmacie, vous la mettez en vente en mettant Damien Hirst. Et là, vous tout de suite, vous commencez à 1 million de dollars. Hein. Ça commence comme ça. Hein. Donc bah, des artistes comme ça, il y en a plein. Parce que vous comprenez bien que qu'est-ce qui va caractériser ces artistes, bah, c'est le business. Quand on peut vivre dans une villa avec beaucoup d'argent, vous êtes adulé. Puis ce qui caractérise aussi, c'est la manipulation. La manipulation, bah, forcément des cours. Hein. Quand Damien Hirst, par exemple, va faire une tête de mort en diamant, bon, on s'imagine déjà qu'une tête de mort en diamant, bon, ça a une certaine valeur. Mais après, quand cette tête de mort est achetée, mais quand on s'aperçoit que l'acheteur, en fait, c'est un conglomérat de personnes qui ont décidé d'acheter l'œuvre à une certaine cote, mais que à l'intérieur de ce conglomérat, ben, on retrouve l'artiste, la galerie, et puis on retrouve aussi la personne qui a vendu, c'est-à-dire la vente aux enchères. Là, on se dit, bon, bah voilà, il y a peut-être des arrangements pour faire monter les cotes sur des produits qui forcément ne méritent pas de valeur autant d'argent. Donc tout ça, voilà, donc c'est la manipulation, bah, là, ces gens s'amusent, donc c'est l'art industriel, c'est l'art des ultra riches forcément, puis c'est l'art financier hein, en tant que tel. On vient de faire le tour de 4 catégories, il en existe bien d'autres. Alors on a les dérangés des boyaux de la tête, comme je dis, donc c'est les artistes qui sont fous, hein, qui ont un petit problème à l'intérieur de la tête, mais ils sont sympathiques. Qui on va trouver dans ces gens-là? On va trouver Francis Bacon. Alors c'est vrai que Francis Bacon, hein, on ne peut pas dire que c'est le roi de l'équilibre en termes d'équilibre psychologique. Mais par contre, bon, il fait des œuvres fabuleuses. C'est clair que Francis Bacon, bon, c'est extraordinaire. Nous avons Lucian Freud. Alors c'est vrai que Lucian Freud, pareil, bon, c'est une démarche d'artiste très particulière, mais c'est magnifique. Il faut dire que c'est des peintures qui sont exceptionnelles. Et puis nous avons Egon Schiele, qui, durant sa période où il a exercé, a été fabuleux et un fabuleux dessinateur. Et puis nous avons aussi une autre catégorie qui pourrait ressembler un peu aux artistes marketing, qui sont les arnaqueurs. Hein. Alors les arnaqueurs, moi je dis que c'est ceux qui essaient de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors les vessies à l'époque, c'était des vessies de porc que l'on remplissait de liquide. Et puis les lanternes, avant les lanternes, ça voulait dire des histoires, mais des histoires creuses, c'est-à-dire qu'on racontait des balivernes. Donc en fait, ces artistes essaient de nous faire passer des balivernes, vous voyez, hein, des histoires creuses, pour en fait des vessies qui sont aussi un peu creuses d'une certaine manière. Hein. Par exemple, nous présenter un verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide, et qui vont nous dire, bah voilà, ça c'est de l'art. Donc là, de l'art de ce type-là, il y en a beaucoup. Par contre, autant on se souvient de leur fantaisie bizarre, autant on ne se souvient pas de leur nom, parce que c'est vrai, moi a priori, de ces artistes, j'en connais aucun, je connais juste les bêtises qu'ils ont pu faire. Maintenant, si nous réfléchissons à nous-mêmes et à ce que nous faisons en tant qu'artistes, qui sommes-nous vraiment? Je dirais que nous avons un point commun tous ensemble, hein, de toutes les catégories. Nous sommes d'abord des êtres humains. Des êtres humains avec nos passions, nos affects, nos émotions, et nos souffrances également. Et donc c'est à chacun à partir de ça de s'inventer, hein, de s'inventer son monde artistique, donc c'est ce que l'on fait tous les jours hein, en tant qu'artiste. Et puis voilà, on n'a pas besoin de faire beaucoup plus de choses que ça. Alors en définitif, en fonction de ce que vous avez entendu, êtes-vous un artiste maudit ou non? Donc c'est à vous de décider et je compte sur vous pour me faire vos commentaires au sujet de toutes les bêtises que j'ai pu vous dire. Je vous invite à vous abonner et à faire sonner la petite cloche dès que vous pouvez. Maintenant, le cadeau bonus, parce qu'il y a toujours un cadeau bonus. Alors le cadeau bonus, c'est toujours un peu la même chose. Vous allez me dire, ouais mais Eric... à chaque fois, on essaie de me refourguer le même cadeau bonus. Eh bien oui, alors c'est toujours 2 cadeaux bonus. Le premier, c'est un livre qui s'appelle Le secret des certificats d'authenticité, qui explique l'utilisation des certificats d'authenticité, le cadre légal, et qui va vous permettre vraiment de tirer tous les avantages de l'édition d'un certificat d'authenticité. Donc ce livre est à la vente. À la fin de la vidéo, vous trouverez toutes les informations. Et puis comme toujours, vous avez le code promo qui va vous permettre de gagner 3 certificats gratuits lors de votre prochain achat. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à la faire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.